Donc moi, ça fait 7 ans que je suis chez Docker, donc je fais vraiment partie des vieux de la vieille maintenant. Comme me disait ma femme quand je suis rentré chez Docker, je dis c'est une start-up, t'inquiète pas, ça fait quelques années, puis je vais aller faire autre chose. C'est tout le problème des business open source. La tête de beaucoup de personnes, open source égale gratuit. Faire du business sur des sources open source, c'est un sujet qui est difficile et sur lequel Docker a un peu buté. Tu es en responsabilité essentiellement, le premier truc, c'est la carrière des ingénieurs qui sont avec toi, faire en sorte qu'ils aient une carrière incroyable. Et en faisant ça, ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes et tu vas pouvoir produire des logiciels qui sont passionnants. Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Eh bien, aujourd'hui, je suis en compagnie de Jean-Laurent Demerlon, qui est VP Engineering de Docker. Merci Jean-Laurent d'avoir accepté l'invitation. Merci Pierre surtout de m'avoir invité. Je suis ravi de discuter avec toi aujourd'hui. C'est avec plaisir. Je vais commencer par un petit remerciement. C'est comme ça que je commence quand on a été mis en relation, et je remercie Arnaud Domard que j'avais reçu sur le podcast il y a quelques mois, CTO de la SGIB, et qui nous avait mis en relation pour ce podcast. Donc merci Arnaud. Et un podcast qui, je pense, va intéresser pas mal d'auditeurs, parce que Docker, toi t'es chez Docker depuis une petite tranche de vie, 7 ans maintenant, et dans l'audience CTOs, Docker c'est un standard, ça l'est devenu, et je pense que ça va intéresser pas mal d'auditeurs d'avoir un petit peu les entrailles du produit, le fonctionnement de la boîte, tout ça, et on peut peut-être commencer par ça. Est-ce que tu pourrais nous expliquer aujourd'hui Docker, un peu le produit, ce que fait le produit et un peu ses entrailles? Ouais, Docker, c'est vrai que c'est une marque assez connue, hein. C'est comme quand on parle de frigo et frigidaire, là, tu sais, il y a l'histoire tout le monde a un frigo chez lui, donc tout le monde utilise des conteneurs, et puis il y a Frigidaire, la marque. Et effectivement, c'est devenu un standard. Maintenant, les gens savent même plus effectivement que Frigidaire, c'était effectivement une marque spécialisée. Et dans les conteneurs, effectivement, Docker, c'est un peu la même chose. Quand tu parles de Docker conteneur, ou de Docker, c'est forcément des conteneurs. Et c'est vrai que on est le standard sur lequel on a généralisé cette technologie il y a quelques années. Donc, je pense que le projet a commencé il y a 9 ans, un truc comme ça. Moi, effectivement, comme tu le disais, ça fait 7 ans que je suis là-bas. Et donc Docker, qu'est-ce que c'est? Enfin, en tout cas, les conteneurs Docker, qu'est-ce que c'est? Et c'est un morceau de logiciel qui te permet d'empacter ton propre logiciel pour être capable de le déployer sans te prendre la tête avec l'endroit où tu vas pouvoir l'exécuter. Donc en gros, ça contient un petit bout de ton système d'exploitation, toutes les dépendances, tout ce dont tu as besoin pour faire tourner ton logiciel. J'aime bien raconter qu'avant ça, on passait, moi je me rappelle quand je livrais des logiciels au siècle dernier, on va passer pour des vieux papis, mais on envoyait un bout de soft qu'on avait compilé ou même un bout de source, et puis on disait voilà, il faut le déployer les gars, salut, merci. Donc on leur filait vaguement une note en disant ça tourne sur un Tomcat ou ça tourne sur tel environnement. Là aujourd'hui, maintenant on a plus toutes ces problématiques là, il n'y a plus besoin d'écrire une documentation sur tout ça, tu leur donnes un conteneur Docker qui va exécuter tout ce qui est à l'intérieur. Donc une grosse bout de la technologie, c'est de faciliter ce travail-là. Et puis après, ça s'étend. Donc au début, c'était surtout de la production. Et aujourd'hui, maintenant, ça s'étend même sur les postes de développement avec, tu vois, l'intérêt. Enfin, on voit un intérêt à développer dans des conteneurs ou avoir un bout de ses sources dans des conteneurs. Donc, toi, tous tes outils de développement qui sont dans un conteneur. Et donc ça, c'est quelque part, c'est la base de la technologie. Donc ça a pas mal évolué en 7 ans, hein. Il y a aussi maintenant Kubernetes aussi qui est là, qui va essentiellement faire tourner l'ensemble des payloads de production. Nous, Docker, la société en tout cas, elle a shifté depuis quelques années vers plutôt effectivement le poste de développeur, et parce que la partie Kubernetes et production, je pense que c'est un problème qui est en phase d'être réglé, s'il y a des Kubernetes fans, ils sont en phase d'être réglés. S'il y a des Kubernetes haters, ils sont tous en train de se dire mais mon Dieu, dans quoi je me suis mis? Je ne prendrai pas parti. Nous, on fait tourner des trucs, en tout cas à Docker. Une partie de notre production tourne en Kube, donc on n'a pas d'état d'âme sur ce sujet-là.
Voilà, qu'est-ce que j'ai un peu dérivé, mais en gros Docker, donc voilà, c'est une set d'outils de développement qui vous aide à déployer vos applications de manière plus fiable et plus rapidement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un standard, même s'il y a certaines sociétés qui ont envie de dire qu'il y a autre chose que des conteneurs Docker, ils vont se référer sur les standards OCI ou des choses comme ça. Je pense que la marque de fabrique, comme Frigidaire et Frigo, voilà, Parce c'est que Docker. du coup, les autres, enfin, quand tu dis il y a d'autres. Il y a d'autres marques, moi je connais même pas vraiment les concurrents que vous avez. Bah, écoute, nous essentiellement ce qu'on fait, c'est que on a établi la technologie de départ. Il y a un certain nombre de standards qui ont été, enfin on a donné un certain nombre de standards au CNCF et donc pour que ce soit effectivement une technologie qui soit utilisée par tous. Donc on n'a pas vraiment d'état d'âme. Après c'est vrai qu'il y a plutôt des façons d'exécuter des conteneurs qui sont différentes. Euh, mais je veux dire c'est pareil, utiliser les standards, hein. Le message est bien passé. Et, et alors du coup, si on parle de... tu as défini un peu ce que faisait Docker aujourd'hui. Ouais. Est-ce qu'on peut parler un peu de la roadmap? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez dans les pipes et que tu peux partager? Est-ce qu'il y a des gros chantiers? Est-ce qu'il y a des grosses évolutions qui ont eu lieu sur l'année passée? Donc on est dans une phase du marché qui est plutôt une phase dans laquelle les outils sont là depuis un moment, il n'y a pas de grandes nouveautés technologiques qui sont sorties, on est plutôt dans des phases d'optimisation, d'augmentation de performance, d'amélioration des performances. Donc Docker aujourd'hui, en tout cas la société, elle produit deux produits essentiels. Un, c'est effectivement Docker Desktop qui vous permet de faire tourner des conteneurs Docker sur votre laptop quel qu'il soit. Donc on propose ça sur Mac, sur Windows et sur pas mal de systèmes d'exploitation aux grandes dames des équipes techniques, parce que ça vous oblige de supporter des tas de versions de Windows, ils s'arrachent les cheveux dessus, ou des tas de versions de Mac, ils s'arrachent les cheveux dessus. Et bien sûr, on fait tourner ça aussi sur Linux. Donc voilà, si tu es un développeur ou si tu veux faire exécuter un conteneur Docker ta machine, ben propose un produit qui est gratuit si tu fais pas trop de business et qui est payant si tu fais vraiment de l'argent. On considère que euh, une grosse partie du changement de la boîte qui a eu lieu, on en parlera peut-être tout à l'heure, il y a 3 ans, c'est effectivement on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'entreprises qui amélioraient beaucoup leurs process, qui étaient vraiment très efficaces grâce à nos technologies. Donc on leur demande à celles qui font vraiment beaucoup d'argent, effectivement, de nous payer une partie pour les logiciels qu'on fournit. Et maintenant, si tu es étudiant, formateur, et que tu as un petit business, je crois que je sais plus combien c'est, je crois que c'est moins de 100 000 euros, bah c'est bon, tu peux utiliser nos outils gratuitement. On est quand même un standard, donc on veut aussi que tout le monde puisse continuer à utiliser la technologie. Et puis si finalement tu fais pas d'argent avec tout ça, et bah tant pis. Voilà, on veut pas cannibaliser les business models des plus petits. Donc une partie du produit c'est desktop, l'autre partie du produit c'est effectivement on a une registrie, donc un endroit où on stocke nos conteneurs. D'accord. Donc un conteneur, ça se permet de s'exécuter. On peut le créer sur sa machine, mais aussi il faut le partager. Donc nous, on partage ça dans ce qu'on appelle une registrie, un registre. Docker Hub, c'est donc le registre qui contient les images les plus connues. Donc vous pouvez avoir, tu veux utiliser un Elasticsearch ou un Kibana ou je sais pas, une version d'Alpine, d'Ubuntu ou quoi que ce soit, et ben on aura les dernières versions patchées, sécurisées qui sont sur le Docker Hub. Tu vas pouvoir les récupérer de là-bas. Donc ça c'est le deuxième produit. Et donc ça c'est voilà un deuxième produit qu'on propose. Et donc là-dessus, la roadmap, c'est effectivement d'augmenter les performances. Déjà, les systèmes d'exploitation proposent de plus en plus d'API pour virtualiser de manière de plus en plus efficace, parce que c'est un vrai besoin. On était dans une des keynotes d'Apple il y a quelques temps quand ils annonçaient effectivement leur nouvelle architecture à base de M1, M2, là, leur processeur, leur CPU. On a travaillé avec eux là-dessus. Et donc du coup, c'est important pour nous de continuer de bénéficier de ces améliorations qui sont faites les systèmes d'exploitation et de le rajouter dans Docker Desktop notamment pour pouvoir permettre à tout le monde d'exécuter plus rapidement avec moins de CPU possible exécuter des conteneurs. Donc ça c'est toute une partie. Les problèmes de perf que vous rencontrez, ça va être quoi en fait du coup? Bon, le gros problème de perf qu'il y a quand on fait des conteneurs sur un host qui est pas Linux, c'est effectivement des problèmes quand on a beaucoup de fichiers.
c'est les IO, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Docker Desktop, ça fait tourner dans une VM très très légère un système d'exploitation Linux qui va te permettre de faire tourner Docker derrière. Donc en fait, tu vas avoir, si tu veux, tes fichiers qui sont sur ton Mac, dans ton répertoire slash Pierre, il va falloir les transférer dans la VM. Et donc, en fonction du langage que tu utilises, du nombre de fichiers que tu fais, la façon dont le langage fait des I/O sur ces fichiers, on va devoir redupliquer l'ensemble des opérations qui sont faites sur le host dans la VM. Et donc il y a des langages, ça marche très très bien. Go par exemple, ça fait très très peu d'I/O, donc c'est ultra efficace. Des langages un peu plus compliqués, il y a Ruby, PHP et JavaScript notamment, qui font un nombre d'I/O absolument gigantesque. Et donc on a des stratégies d'optimisation pour tous ces langages. Donc en fonction un petit peu du type de langage que tu as, quelque part on est capable d'optimiser ça pour de telle manière à ce que effectivement tes fichiers soient le plus, même si tu as un grand nombre de fichiers, que ce soit efficace. Maintenant, c'est pas magique, hein, il y a des limites qui sont opérationnelles, et donc effectivement, si tu as, je sais plus, j'ai vu l'autre jour un gars qui avait il m'expliquait comment il codait, donc il me dit, bah tu vois là, je vais dans mon fichier FTP, je télécharge FTP, je télécharge mon gros zip de PHP là qui fait 45 MB, je le dézip, et là j'ai mes 45 000 fichiers, et maintenant je vais commencer à patouiller dans mes fichiers. Bon, effectivement, lui, c'est un peu plus galère que le mec qui est en Go et qui a 17 fichiers Go et un bout de YAML dans un coin. Bon, il y a des extrêmes, voilà. Et donc les performances de disques notamment sont assez compliquées. Et après, tu fais tourner une VM, tu fais tourner des conteneurs dedans, donc c'est quand même des choses qui au départ ont été optimisées pour des serveurs. Donc t'es dédié, tu fais tourner un Docker Engine sur un serveur, donc s'il bouffe des ressources là-dessus, c'est pas très très grave quelque part. Quand tu le fais tourner sur son laptop, il faut être conscient que chaque petit cycle de CPU que tu voles à l'utilisateur, il l'a pas quoi. Donc on travaille beaucoup à essayer de faire en sorte que ce soit le moins dérangeant possible pour l'utilisateur, en tout cas que ça bouge le moins de CPU possible. Et ça pose des questions super rigolotes, du genre un des problèmes qu'on a eu il y a longtemps, c'était quand tu fermais ton laptop, effectivement comment on appelle ça, ton horloge s'arrête à un moment donné, puis elle se rouvre. D'accord. Donc ton process à l'intérieur, il s'est arrêté à 10h20, et puis tu rouvres ton laptop à 15h, et tout d'un coup il a fait un saut de quelques heures. Et lui, sur un serveur, ça arrive pas ce genre de truc. Donc tout d'un coup, tu es obligé de lui dire, ah, attends, les fichiers que tu as écrits là, t'inquiète pas, t'es pas perdu. Il fallait se hooker sur toutes ces API qui sont effectivement des API système proposés par les systèmes d'exploitation pour être capable de réagir de la bonne façon. Donc voilà, on a transféré ce logiciel serveur dans un logiciel de laptop. C'était une belle aventure un peu rigolote, parfois en grinçant un peu des dents, mais voilà. Et donc les optimisations, donc c'est surtout l'optimisation de performance, donc sur le disque comme on l'a vu, essayer de voler le moins de cycles de CPU possible, de faire en sorte que les updates soient les plus légères possibles aussi. Ça nous coûte cher nous en bande passante, mais c'est aussi pour les utilisateurs de faire en sorte que quand ils téléchargent une mise à jour, ce soit pourquoi ça vous plus coûte court cher en possible. bande passante, vous? Il y a beaucoup d'utilisateurs de Docker Desktop, donc les fichiers sont sur S3 quelque part chez Amazon, et donc à chaque fois que quelqu'un télécharge, voilà. Donc on a des caches, on a tout ça, mais enfin ça coûte, tout logiciel qui est publié coûte de l'argent à celui qui l'émet, en tout cas quand tu es sur S3 et tout ça. Donc à partir d'un certain chiffre, ça voilà. À partir d'un certain nombre de downloads, ça commence à chiffrer. Bon, vous avez une belle facture Amazon. Ouais, on a une très belle facture Amazon, je la vois passer tous les mois. C'est celle que je relis 3 fois avant de cliquer sur approve. Tu vois, je vérifie. Et qu'est-ce qu'on fait d'autre? Après, on a trouvé que Docker Desktop c'était un bon sujet pour les développeurs, et donc du coup, on propose maintenant un mécanisme d'extension. Donc n'importe qui peut rajouter une extension dans Docker Desktop. N'importe qui a envie de faire soit un tout petit bout de JavaScript ou 3 bouts de conteneur dans un coin. C'est assez simple d'accès, il y a toute une documentation qui existe en ligne, et ça permet de rajouter finalement des outils de développement à ton équipe et de les lier à ton environnement de conteneur instantanément. Donc ça va de faire tourner une base de données X ou Y jusqu'à avoir ton tunnel VPN avec tes autres équipes ou avoir des outils de monitoring, de vision de log. Enfin voilà. Et donc c'est en quelque part, c'est quand tu démarres ton Docker Desktop, tu vas avoir aussi un certain nombre d'extensions qui vont te proposer des services qui sont liés spécifiquement à ton équipe de dev. Et donc on travaille un petit peu là-dessus, on travaille avec la communauté là-dessus. Je sais plus combien il y a d'extensions, il y a au moins une cinquantaine d'extensions dans une espèce de marketplace pour l'instant qu'on a. Ça bouge pas mal en ce moment. C'est un sujet qu'on regarde avec attention pour voir
Est-ce que c'est utile à la communauté? Est-ce que ça l'est pas? Voilà, c'est une partie. L'autre partie, c'est effectivement toute une partie autour de la sécurité des conteneurs. C'est quelque chose qui est vraiment dans l'air du temps en ce moment, avec toutes les problématiques autour des hacks, des leaks, et comment faire en sorte que quelque part les logiciels qu'on produit soient le plus sécurs possible. Donc on a toute une stack qui permet de vérifier quels sont les CVE, donc les problèmes de sécurité qui ont été identifiés dans des images Docker. Et donc ça, on le propose en ligne, bien sûr, dans le Docker Hub. Donc la plupart des images que vous pouvez voir, qui sont des images officielles, comme dont je parlais tout à l'heure, donc Ubuntu, Elasticsearch, etc., on check par défaut s'il y a des CVE dedans, et on signale lesquels c'est, on montre exactement où est le problème. Et s'il y a une mise à jour qui a été proposée, on propose un lien directement vers cette mise à jour-là. Mais on le fait aussi sur le desktop maintenant, assez récemment. Là, on a lancé ça il y a un peu moins d'un mois. Donc là, ce qu'on essaie de faire, c'est que si tu veux, qu'en tant que développeur, la sécurité, souvent, c'est un truc que tu penses un peu après. Et donc, t'as déjà un problème à résoudre, qui est de faire en sorte que ton bout de code il tourne et qui rende, enfin, qui fasse ce que ton utilisateur voulait, ce qui est déjà un problème en tant que tel qui est assez important. Et après, alors si en plus de ça, il faut vérifier que l'ensemble des choses sont sécures, c'est quelque chose qui, je pense, qui rentre petit à petit dans l'air du temps. Je pense que si on se projette 10 ans en avant, on regarde, on se dira, oh là là, qu'est-ce qu'on faisait comme bêtise à l'époque, on est complètement fou, on s'occupait pas du tout de la sécurité. Donc je pense que c'est un truc qui est en train de shifter petit. Et quelque part, un peu comme les tests à l'époque. Je sais pas si tu te rappelles, au début de nos carrières, Pierre, mais plus personne faisait des tests. On considérait qu'il y avait des gens qui étaient payés pour ça. Et que moi, en tant que développeur, écoutez, j'écrivais du code, c'était déjà bien sympa. Donc, il y a quelqu'un d'autre qui allait le tester, quoi. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il y a toute une frange de l'industrie qui a shifté vers, pas tous, mais une grosse partie de l'industrie qui a shifté vers le fait que maintenant le développeur est en charge de tester son propre code. Et je pense que pour la sécurité, ça va être la même chose petit à petit. Donc aujourd'hui, c'est encore des équipes, souvent pour la plupart des entreprises, c'est des équipes spécialisées qui vérifient ça. Mais nous, ce qu'on essaie de faire, pour revenir à Docker, c'est en tant que développeur, dès que tu as fini de créer ton conteneur, on t'explique s'il y a eu des problèmes de CVE, ou si tu peux pas régler un problème à la source. C'est comme avec les tests, en fait. Hein. Si tu testes ton logiciel avant de le faire tourner en production, c'est bon, tu vas pouvoir régler le problème plus rapidement. Et donc pour la sécurité, c'est un peu le même adage. C'est-à-dire, si on te dit, tiens, là, tu utilisais telle bibliothèque qui en fait a un trou de sécurité, si tu passais la version du dessus, tu pourrais régler le problème tout de suite. Bon, voilà, tu le fais, et puis t'as pas besoin de partir en production, que quelqu'un te dise, regarde, t'as fait une bêtise, et puis etc. Et donc voilà, on propose des outils comme ça aujourd'hui. Du coup, chez Docker, les développeurs qui développent le produit sont sensibilisés. Enfin voilà, tu dis il y a un shift qui est en train de s'opérer, on est sensibilisé à. Enfin voilà, aujourd'hui, chez Docker en interne, il y a une sensibilisation, il y a une formation, il y a vis-à-vis de la sécurité. Ça se gère comment? Oui, en partie. Après, tu sais, les gens, on les recrute comme tout le monde sur le marché. Donc, on n'est pas, je veux dire, on est les gens. Enfin, je pense que c'est un shift de l'industrie qui est en train de se passer. C'est pas spécifique à Docker. Je pense que nous, on essaie on est sensibilisé au sujet parce qu'effectivement, on travaille. Un des meilleures façons d'utiliser, de produire des outils, c'est de les utiliser soi-même et pour notre propre usage. Donc, effectivement, nous, on s'en sert en interne à Docker et on essaie de produire des images qui sont avec aucune CVE par défaut, et on essaie d'appliquer ces choses-là par défaut. Mais on n'a pas aujourd'hui de training particulier avec les ingénieurs pour les sensibiliser à ça. C'est plutôt, ça fait partie des cultures des entreprises, quoi. C'est quelque chose sur lequel on sait qu'on doit s'améliorer, on sait qu'on n'y est pas complètement, comme beaucoup de boîtes, et on y travaille, ouais. Mais on n'a pas de training officiel en ce moment en disant, voilà, attention les gars, faites comme ci, vous faites comme ça. Je pense que les équipes qui travaillent sur ce sujet-là exploitent ça au maximum. Et ça c'est une question de culture, donc ça s'étend petit à petit dans la boîte. Ok. Est-ce que tu disais tout à l'heure, enfin, tu as parlé des différences de performance que pouvait y avoir par rapport à des langages et de ce que vous faisiez pour finalement que ça soit assez invisible ou le moins visible possible. Et tu as parlé également de s'adapter à différents systèmes d'exploitation. En termes de performance, aussi, il y a des spécificités ou des problématiques de perf qu'apparaissent en fonction de l'utilisation sur différents systèmes d'exploit? Oui, parce qu'en fait, on est beaucoup lié aux appels système qu'on est capable de faire. Donc, on est lié aux appels système qui sont proposés par le système d'exploitation qui est sous-jacent. Donc, sous Windows, le système d'échange de fichiers, il est différent que sous Mac.
Donc c'est vraiment des travaux qui sont d'optimisation qui sont totalement spécifiques à chacun des systèmes d'exploitation. Donc sur Mac, on a des nouvelles API qui s'appellent VirtualOFS là qu'on utilise, mais qui sont vraiment spécifiques et tout le code qui est là-dessus, c'est spécifiquement pour la version Mac. Euh, Sur Windows, on utilise essentiellement les API qui sont autour de WSL2. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est vraiment spécifique à Windows. Donc les performances sont différentes sur les différents systèmes d'exploitation, en partie parce que les systèmes d'exploitation gèrent les fichiers et proposent des API de virtualisation qui sont différentes. Donc par essence, oui. Et ça, c'est super coûteux parce que nous, on est obligé d'avoir des gars qui sont spécialisés dans chacun des trucs et c'est de la performance en plus, donc c'est des sujets de longue haleine. Et il y a des systèmes d'exploit qu'il est plus facile d'appréhender ou qui sont plus Ouais, non, je performance pense que ça, compliant ou... ouais, non, je pense que ça c'est difficile à répondre. Je pense que WSL2 a été vraiment, vraiment très très en avance sur son temps. Il y a quelques années là, quand on a bossé vraiment main dans la main avec Microsoft, ça c'est une des beautés de bosser à Docker, c'est que tu bosses avec des grandes entreprises comme ça. Donc on travaillait main dans la main avec l'équipe qui faisait WSL2. Donc WSL2, c'est le système de virtualisation qui propose en partie de faire tourner un Linux dans son Windows. C'est quelque chose qui a fait pas mal de bruit il y a quelques années. Euh, donc là, tu peux te retrouver avec un prompt bash et faire exécuter des curls et des machins, alors qu'avant, tu étais obligé d'installer tout un tas de packages sous ton Windows pour faire croire que tu exécutais des binaires Windows qui étaient, des binaires Linux qui étaient recompilés sous Windows. Bref, tout un micmac. WSL2 est vraiment extraordinaire. C'est vraiment une technologie qui, moi qui suis un gros fan de Mac, mais t'es dit, oula, ils ont vraiment un très bon truc chez Microsoft. Et je pense qu'ils l'ont toujours. Hein. Je pense que WSL2 c'est vraiment extraordinaire. Si t'es développeur Windows aujourd'hui, je pense que t'en bénéficies tous les jours, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, donc ça c'est vraiment super. Sur Mac, ouais, il y a des travailler avec Apple, c'est complètement différent de travailler avec Microsoft, donc Apple est beaucoup plus secret, c'est beaucoup plus délicat de travailler avec eux. Souvent, nous, on leur montre qu'il y a des problèmes à tel ou tel endroit, où on pense qu'il y a un problème quelque part, et puis on l'apprend on apprend par une release note d'une version de système d'exploitation qu'effectivement ils ont corrigé notre truc, tu vois, c'est pas tout à fait la même relation. Alors on a eu des relations un peu plus proches à certains moments, mais en tout cas en général c'est comme ça. Et donc je sais pas si dire s'il y en a un qui est mieux qu'un autre, on va partir dans des trucs mon système Ouais, d'exploitation il est meilleur que le tien. Je pense que c'est vraiment des sujets différents. Et aujourd'hui nous on a des gens qui travaillent dans les ingénieurs qui travaillent sur Docker Desktop, on fait attention à faire en sorte qu'on ait quasiment autant de représentatifs. On fait pas gaffe, mais on regarde pas à parité exacte, mais on fait en sorte on prend autant soin de Windows que de Mac en tout cas. ok. Et est-ce que dans les petites surprises que vous nous réservez dans les semaines, mois, semestres à venir, il y a d'autres choses auxquelles tu penses? Non, mais là je t'ai donné, je pense, l'essentiel. Après, on est sur un marché, comme je te disais, de performance et un marché qui est aussi un peu établi. Donc il y a pas mal d'outils qui sortent, qui concurrencent une partie de ce qu'on fait. Donc nous, on est assez à l'attention de ça et on essaie de faire en sorte que, comme on est le standard, on essaie de proposer le truc le plus sécure, on essaie d'être le plus professionnel possible, de proposer nous on propose un support aussi autour de nos outils et tout ça, donc on travaille beaucoup sur le fait que, voilà, on joue notre marque de standard mais on est bien à l'évolution du marché, on participe à la plupart des projets open source sur lesquels les autres produits sont basés, donc on est bien au courant de tout ça. Mais non, je pense que essentiellement, ce qu'il faut se dire, c'est que desktop, ça va tourner plus vite et être plus efficace demain, et vous serez plus sécure en utilisant Docker Hub. Voilà, j'ai fait ma pub. Bon, bah parfait. Maintenant que la pub est faite, moi j'aimerais bien revenir sur bah, ton histoire, ton parcours chez Docker. T'es pas VP Engineering depuis que tu es entré, et puis l'aventure Docker, bah, elle est assez folle. Hein. Il y a eu des moments mouvementés, des moments de gros scale, des moments différents. Est-ce que tu peux revenir un peu sur les différentes étapes et moments de bah, ton expérience chez Docker? Ouais, et ben écoute, oui, on peut faire ça. Donc moi, ça fait 7 ans que je suis chez Docker, donc je fais vraiment partie des vieux de la vieille maintenant. Comme me disait ma femme je suis rentré chez Docker, je dis c'est une start-up, t'inquiète pas, ça va être quelques années, puis je vais aller faire autre chose. C'est la boîte sur laquelle je suis resté le plus longtemps de toute ma carrière, et elle me dit, tu es toujours en rigolant à table de temps en temps, elle me dit ça va ta start-up? Je dis oui, bon ça va. C'est vrai que
Donc voilà, l'aventure de Docker est assez mouvementée. Je pense que moi j'étais freelance à l'époque, avant qu'on me propose de monter avec d'autres à Paris une équipe d'engineering pour, pour Docker. Donc j'avais déjà monté ça pour d'autres sociétés de services avant, donc j'avais été un peu reconnu pour ça. Et il y avait une vraie volonté des fondateurs de Docker à l'époque, là, donc Solomon notamment, de d'avoir, enfin la boîte était purement américaine avant que j'arrive, et d'avoir effectivement un pied en Europe pour bénéficier de choses. D'une part, d'abord, d'une culture différente. Donc, il y avait une culture vraiment californienne d'un côté, qui est vraiment l'historique le point de départ, les racines et l'historique de la boîte. Mais aussi de vouloir, Salomon a des racines françaises. Et donc, du coup, même s'il était aux États-Unis, il voulait aussi bénéficier de la culture européenne en termes d'ingénierie. Ça, c'était la première raison. La deuxième raison, c'est qu'on est quand même vachement moins cher que les Américains, donc ça aussi, c'était autre chose. Mais blague à part, au moment où on a créé une entité en France, on a racheté, enfin Docker a racheté une boîte au UK aussi en Angleterre en même temps. Et donc du coup, on avait et ça a été d'ailleurs le démarrage de Docker Desktop. Hein, ça a été fait par des équipes qui étaient essentiellement en Europe, avec en Angleterre d'un côté et en France. Moi, les premiers trucs quand j'étais embauché, c'était effectivement de monter un bureau en France. On était 5-6 au début. Et on a bossé sur Docker Desktop. Moi, je parlais les 2-3 premières années de ma vie à Docker, c'était d'abord Docker for Mac et puis après Docker pour Windows. Voilà, d'ailleurs, c'était difficile parce que moi, j'étais tout le temps sur Mac. Donc toi, tu étais le premier en France, hein. Ouais, bon, enfin le premier, on a démarré on était 3-4 dès le début, donc il y avait David Gageot et quelques autres personnes. David Gageot qui est assez connu dans la communauté française aussi. Et donc on a monté ça à 4, on est monté assez rapidement, on nous a donné le projet Docker for Windows, mais on n'y connaissait rien à Windows, donc on a dû embaucher des gens qui connaissaient quelque chose. Notamment Simon Ferkel qui nous a beaucoup aidé à l'époque, là, qui est un ingénieur qui est parti chez Unity maintenant aujourd'hui. Donc voilà, non, on a créé ce bureau-là. Au début, vraiment, c'était une antenne séparée de l'entité californienne. C'était assez difficile parce qu'on n'existait pas quand vous démarrez comme ça dans une entreprise où il y a déjà 150 personnes, quelque chose comme ça. Vous êtes vraiment quelqu'un, enfin, c'est difficile d'exister en tout cas. Et notamment, donc Docker a vraiment ses racines dans l'open source, notamment poussé par GitHub, donc c'est tout ce qui était pull request à l'époque. Et donc les racines de Docker, c'est de l'open source. Donc les pull requests, c'était quand tu écris un bout de code, quel qu'il soit, tu dois le faire valider par 2 autres personnes dans la boîte avant de pouvoir appuyer sur ton bouton merge et effectivement de fusionner ton code et de pouvoir avancer plus loin. Donc il y avait entre la Californie et la France, il y a 9 heures de décalage. Donc tu commences tes journées, tu es sur un langage que tu as appris juste là parce que on fait du Go essentiellement chez Docker, c'est le langage par défaut. Et tu te retrouves à écrire du code dans un langage que tu maîtrises juste, on va dire, que tu maîtrises pas en fait. T'appuies sur une pull request et tu sais que ton code, tu vas pas avoir de retour avant qu'un gars au Californie regarde ton truc, parce qu'on était tous nouveaux à Paris, donc on s'autorisait pas à valider notre code entre nous, on voulait que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Et donc c'était assez rigolo parce que je regardais à minuit pour voir si quelqu'un avait regardé mon code. Ma femme me parlait dessus en me disant mais qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas fermer ton laptop? Je dis bah oui, mais si je regarde pas maintenant, je sais, peut-être il va me poser une question. Donc le lendemain, effectivement, j'avais 3 questions sur ton code, tu répondais, et puis au bout d'une semaine, tu avais ta première pull request qui était hébergée. Je me suis dit mais dans quel monde je viens d'arriver? C'était assez rigolo. Bon, alors effectivement, ça c'était la distance, le fait que la boîte était l'entité française était assez peu connue des États-Unis au début. Assez rapidement, on s'est réorganisé, on a travaillé essentiellement avec l'Europe, donc avec dans un seul fuseau horaire ou dans un fuseau horaire très proche, avec l'Angleterre notamment, et on a réglé ces problèmes. Mais c'est vrai que le début était très recadré. Et là, tu parles des problématiques orientées géolocalisation, mais tu as parlé également de boîte californienne, culture américaine, tout ça. Le choc des cultures, c'est fort quand vous démarrez l'antenne France et Europe?
Ouais, parce que toi, t'arrives avec toi, les gens qui sont autour de toi tous les jours, c'est des Français. Moi, les gens qui m'avaient embauché aux États-Unis, c'était des Français aussi, mais qui vivaient en Californie. Donc, tes échanges avec les Américains, tu les perçois pas. En tout cas, la culture américaine, tu la perçois de manière diffuse à travers les communications d'entreprise, à travers les Hollands, là, des événements de réunion, il y a tout le monde. Mais au jour le jour, t'es avec des Français autour de toi, t'es avec ton petit café, ton croissant et ta baguette. Hein, j'exagère, mais je surjoue mon côté français avec les Américains maintenant. Euh, effectivement, il faut apprendre effectivement à comprendre. Bon, c'est comme toutes les cultures entre les pays. Moi, j'avais beaucoup travaillé avec l'Allemagne et l'Angleterre à une certaine époque. On arrivait à se mettre sur la figure, même en étant très proches les uns des autres. C'est juste que nos cultures, nos histoires en tant que pays, et en fait tout ce qu'on a appris depuis qu'on est tout petit nous influence dans nos décisions et dans notre façon de penser tous les jours. Et donc forcément, quand on se retrouve dans le boulot, la façon d'aborder les choses est différente. Et donc ça, c'est un des sujets, je pense, qui me passionne le plus à Docker aujourd'hui, c'est effectivement les échanges entre les différentes cultures. Euh, mais effectivement, le premier choc, en tout cas en tant que Français, c'était d'appréhender la culture californienne, qui est un petit peu, pas tout à fait, comment dire, je vais m'attirer des ennemis, mais en tout cas, j'ai lu plein de bouquins sur le sujet. Hein. Il y a notamment un bouquin qui est vraiment super, qui s'appelle Au contraire, Figuring Out the French, de Asselin et Mastron, qui est un super bouquin qui vous explique dans toutes les étapes de la vie, que ce soit euh, juste dire bonjour, une réunion professionnelle, en amitié, en amour, l'éducation des enfants, etc. Comment les deux côtés de l'océan voient ces sujets-là. Et c'est palpitant de voir comment, en fait, sur des sujets très simples, on s'exprime de manière complètement différente et forcément, on va se mettre dessus parce qu'on pense différemment. Et donc, ça s'appréhende ça et il faut L'auteur, toujours se dire c'est que qui du bouquin? j'ai Asselin et Mastron, je pourrais te donner les références après. Gilles Asselin et Russ Mastron. Maestron, maybe. Et donc, le titre du bouquin, c'est Au contraire, Figuring Out the French. Euh, mais en fait, c'est juste en fait, il y a juste un truc, c'est qu'au départ, quand on se comprend pas en tant que Français, bah, on s'exprime et on exprime assez vite notre désaccord. Et puis, si on n'est pas d'accord, on peut assez vite monter en tour. En Californie, on veut pas exprimer de malaise comme ça. Donc, on va toujours essayer d'éviter ça. Et donc, il y a tout un tas de biais qui se créent autour de fait de faire ça. Et donc, si les gens sont pas très d'accord, ils vont te dire ouais, ton projet est pas terrible. Ils vont jamais te dire mais c'est vraiment de la merde. Donc ça, parce que ça va créer trop de tension et on veut pas créer de tension chez l'autre pour pas que ça. Enfin c'est comme ça. Donc il n'y a pas à réfléchir ou essayer de les changer, hein, ça marchera pas et nous on va pas changer non plus. Il faut juste appréhender le sujet en se disant tiens ils réagissent pas comme moi, est-ce que c'est une question de culture ou est-ce qu'on se comprend vraiment pas? Et donc ça c'est assez intéressant pour essayer de naviguer pour essayer de se comprendre. Il y a un nombre de fois où j'ai été hyper frustré de la façon dont on s'est exprimé sur mes pull requests où j'ai cru que j'y étais presque et en fait on me disait non c'est tout pourri mais j'avais pas compris que c'était tout pourri. On m'avait dit ça dans des telles circonvolutions que moi j'avais cru qu'il y avait une chance quoi. Et en fait non. Donc ça s'appréhende, mais quelque part, c'est pas juste la Californie. Si on fait avance rapide jusqu'à aujourd'hui, Docker aujourd'hui est présent dans, je sais plus, une trentaine de pays différents d'Europe et d'Amérique. Et donc en fait, la problématique est la même, hein, c'est-à-dire que bon, il y a une différence entre les Français et les Californiens, mais comme je te le disais, il y a une différence super forte entre les Français et les Allemands, les Français et les Anglais. On a des gens qui sont au Mexique, on a des gens qui sont en Italie, au Portugal, en Norvège. Et en fait, maintenant, du coup, c'est plus un problème de France versus US, même si effectivement, il y a beaucoup de Français et beaucoup d'Américains à Docker. Mais c'est une problématique de, attends, le gars est pas de la même culture que moi, comment je m'adapte et comment je fais en sorte que ma communication est super fluide pour arriver à mon objectif. Voilà. Moi, je trouve ça palpitant. Je pense que ça passionne pas tout le monde, mais moi, c'est vraiment un truc qui me passionne. Et justement, comment tu fais? Enfin, il y a t'as dit. Ouais, bah là, tu vois, je t'ai donné par exemple le bouquin pour essayer de comprendre. Enfin, ça, en tout cas, c'était sur la partie française américaine. Il y a un super bouquin qui s'appelle Culture Map, qui te permet qui en gros structure les différentes cultures des pays sur un certain nombre d'axes. Donc un axe sur euh, le respect des ordres, par exemple. En France, c'est relativement élevé en général, contrairement à ce qu'on peut croire avec les grèves et tout ça qu'on a. Mais en général, il y a une hiérarchie qui est assez bien respectée en France, contrairement aux États-Unis où le respect de la hiérarchie est différent. On considère que c'est des choses qui sont différentes. Donc ce bouquin Culture Map, pour aller vite, il analyse l'ensemble des pays sur un certain nombre d'axes et il va te montrer les différences entre les différents pays sur ces axes-là. Donc c'est assez Erin Meyer, je crois, qui a écrit ce bouquin. C'est
c'est assez intéressant d'appréhender ça comme ça. Euh, et après, tu peux aller jusqu'aux racines de pourquoi les choses sont comme ça. J'avais fait un exercice il y a très longtemps, justement entre des Allemands, des Anglais et des Français. C'était un truc assez palpitant. Euh, on nous mettait dans une salle, donc c'était des équipes d'ingénierie qui étaient toutes ensemble, toutes des 3 pays différents. On se retrouve autour d'une table où un gars nous explique en français les règles d'un jeu qu'on va faire avec des cartes. Mais on n'a pas le droit de parler quand on va jouer. Donc on nous explique les règles en français, en allemand d'un côté, en anglais de l'autre. Bon voilà, séparément. On se retrouve à la table avec un truc pluriculturel. Et puis on commence à poser une carte. Et dès le premier round de cartes, on se rend compte qu'il y a un problème parce qu'il y en a un qui croit qu'il a gagné, alors que l'autre aussi. Et donc mais t'as pas le droit de parler, d'accord? Donc tu fais, mais comment tu fais quoi? Et donc je schématise, évidemment, je vais grossir le trait, mais en gros ce qui se passe, c'est que l'anglais va rester à table et regarder ce qui se passe, une certaine flemme anglais et regarder et attendre de voir ce qui se passe. L'allemand va mettre la main sur sa carte et va pas bouger, et le français va se barrer en hurlant les grands frais que mais qu'est-ce que c'est que ce bazar, mais qu'est-ce que... Donc et en fait, ça c'est rigolo parce que tu te rendais compte que c'est évidemment généralise, évidemment je tire le trait, donc voilà, c'est pas tous les Allemands sont pas comme ça, tous les Français sont pas comme ça, tous les Anglais sont pas comme ça, mais en général, quelque part, tu pouvais voir ça d'une table à l'autre. Et après, tu peux rattacher ça à l'histoire des pays. Et donc, et pourquoi on est comme ça. Donc, les Français, en général, on est vu comme le peuple des Lumières, c'est nous qui avons fait toute la révolution industrielle, la révolution, etc. Donc on est vu comme une grosse partie, enfin en tout cas on se perçoit nous comme étant une certaine forme d'arrogance, enfin on a une certaine forme d'arrogance vis-à-vis des autres peuples parce qu'on considère qu'on est quand même un peuple important, vrai ou faux. Les Allemands ils ont été unifiés quand même relativement tard, là il y avait une histoire de Land là avant où finalement le pays était fait de plein de petits morceaux ensemble. L'Angleterre, ils ont été une île. D'après eux, ils sont jamais fait envahir. Et par contre, ils ont rayonné sur les mers. Donc j'exagère évidemment. J'ai beaucoup d'amitié pour tous ces peuples-là, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ça pour dire que notre histoire, de manière euh, euh, non volontaire, Ça a une influence, quoi. nous influence sur nos décisions de tous les jours. Et ça se retrouve dans la façon dont on s'exprime au travail, notamment, mais enfin partout. Et donc, quand on est dans une boîte pluridisciplinaire comme ça, essayer de comprendre ça, c'est assez intéressant parce que ça nous permet d'être, déjà, c'est passionnant, je pense, que d'essayer de comprendre comment les peuples vont, mais aussi, ça permet d'être efficace dans sa communication, d'aller à l'essentiel, de dire comment je peux exprimer ce que j'exprime sans être trop français, mais d'aller à l'essentiel quand même. Et d'ailleurs, tu m'avais dit une phrase qui m'avait un peu marqué quand on avait échangé avant de caler la date. Tu m'avais dit, à un moment donné, il faut savoir rester français avec les Français. Oui, parce qu'en fait, moi, j'ai un poste quand même où je représente, en tant que VP Engineering, je représente plein de cultures différentes. Et tous ces gens-là me reportent d'une manière ou d'une autre, donc je suis censé les représenter tous. Donc je suis des Français qui me reportent, mais j'ai aussi plein d'Américains qui me reportent. Et du coup, je dois être représentatif de toutes ces cultures. Et donc, la boîte étant américaine, j'ai appris à avoir une posture américaine dans ma communication. Mais il faut aussi être capable de, quand je suis avec des Français, de revenir à un mode de communication qui est plus français, c'est tout, et donc plus direct comme je le suis avec toi maintenant. Alors que effectivement, quand je vais être dans mes communications d'entreprise, je vais être plus américain à base de awesome et de c'est vraiment fantastique et tout ça. Mais quelque part, les gens doivent s'identifier à leur chef d'une manière ou d'une autre, ou à leur structure d'une manière ou d'une autre, et se sentir bien chez eux. Donc c'est à toi en tant que leader de t'adapter à l'ensemble des gens qui sont autour de toi pour marquer ça. Et puis les gens savent très bien que je suis français quand même. J'ai pas de souci avec le sujet, mais effectivement, quand on revient avec les Français, des fois c'est plus simple. J'ai moins besoin de faire attention. Je suis plus avec la barrière de la langue aussi forcément. Ok, ok. Du coup, on avait évoqué un peu les débuts de l'antenne Docker France-Europe. Une aventure assez folle. Je crois que Docker, c'était valorisé près de 1 milliard à un moment donné. Ouais, c'était une des premières licornes là, de Silicon Valley. Et c'est vrai que donc dans un premier temps, donc c'est tout le problème des business open source. Comment on fait du business avec des logiciels open source. Donc, en gros, beaucoup de gens, la tête de beaucoup de personnes, open source égale gratuit. Euh, je prends beaucoup, je donne pas, ou alors éventuellement j'assigne une personne à contribuer du code éventuellement. Et encore, il y a très très peu de gens qui le font. Donc effectivement, je pense que faire du business sur
avec un projet, enfin avec des sources open source, c'est toujours été assez compliqué. Donc il y a plein de stratégies différentes, il y a plein de boîtes qui ont très bien réussi, mais c'est un sujet qui est difficile et sur lequel Docker a un peu buté. Nous, ce qu'on faisait à l'époque, c'est qu'on vendait l'ensemble du produit, on donnait gratuitement l'ensemble du produit Docker. Docker Desktop était gratuit, entièrement gratuit à l'époque, ça l'est plus maintenant. L'engine était open source, etc. Et on faisait de l'argent en vendant à des très très grosses entreprises on appelle ça control plane en anglais, donc c'est un visualisateur de l'ensemble de tes clusters. À l'époque, on faisait du Swarm et du Cube, donc on te vendait un visualisateur de tes clusters Kubernetes et Swarm, qui te permettait de voir l'ensemble de tes nœuds, où tes conteneurs tournaient, etc. Et ça, c'était un marché de très très grosses entreprises. Et donc, il y avait un schisme dans la boîte entre toute une partie une frange de l'entreprise qui faisait de l'open source et des choses qui étaient vendues gratuitement ou données gratuitement. Docker Desktop a toujours été closed source. Enfin, il y a des parties de Docker Desktop qui sont open source, mais la plupart est closed source. Et donc, même si c'était closed source, on le donnait gratuitement. Donc, il y avait toute une partie de l'entreprise qui faisait ça, et toute une partie de l'entreprise qui essayait de gagner de l'argent et qui essayait de vendre des produits à des très grosses entreprises, donc ce control plane cube. Et notre stratégie on n'a pas été très bon, donc voilà, ça s'est un peu cassé la figure. Et donc il y a 3 ans, on a dû couper la boîte en gros en deux, et on a vendu à Mirantis une partie de notre business enterprise de l'époque. Donc la partie Swarm, visualisation des nœuds. Voilà, c'est ça. Voilà, et toutes les équipes d'ingénierie qui allaient avec. Il y avait un Docker Engine Enterprise aussi qui était une surcouche au l'engine actuel, avec quelques modifications de sécurité qui étaient nécessaires pour l'entreprise. Donc ça aussi c'est parti. Donc c'était super difficile. Moi à l'époque j'étais directeur d'engineering sur l'Europe, donc je pilotais je pourrais une trentaine de personnes, ou je sais plus exactement combien à l'époque, d'ingénierie qui était essentiellement basée sur la partie gratuite gratuite ou open source. Effectivement, on a dû couper la boîte en deux et se recentrer sur effectivement cette partie plutôt développeur. Je te donnais ça en filigrane au début en disant il y a toute une partie dans les conteneurs qui est liée à la production, comment tu fais tourner ton conteneur en production. Et après, il y a la partie comment tu crées tes conteneurs, comment tu les sécurises et comment tu les produis, donc plutôt une problématique du développeur. Et donc, on a shifté de ce premier cas, production, vers développeur en redémarrant la boîte. Effectivement, la valuation de l'entreprise était 100 fois plus petite à ce moment-là. Donc, on a un gros exercice d'humilité. Même si Docker, la marque, est hyper connue moi je me rappelle que quand je me promenais dans le métro à l'époque, je me parlais des t-shirts Docker, les gens disaient ah super Docker, tu connais un peu, je dis c'est rigolo de travailler dans une boîte où effectivement la marque est aussi prépondérante. Mais ouais, gros exercice d'humilité en se disant bah ouais la licorne et le machin, ok très bien, mais t'oublies, et puis on est reparti avec une boîte qui faisait 100 fois moins en termes d'évaluation que le milliard ou à peu près, je sais plus exactement. Mais et donc on s'est recentré autour de ça, et donc ça c'était assez difficile parce que tu te retrouves à te dire déjà d'abord c'est difficile de se dire qu'une boîte comme Docker peut s'arrêter. Aujourd'hui quand tu fais Docker Run Ubuntu, toutes tes images partent du hub, qui c'est au départ là qu'elles sont posées, donc ça paraissait compliqué d'arrêter tout ça. Et en même temps, c'était ultra difficile de se dire, mais est-ce qu'on va réussir à trouver un business model autour de tout ça? Bon, 3 ans après, on y est arrivé. On a un vrai business model autour de Docker Desktop, comme je disais tout à l'heure, en le gardant gratuit pour la plupart des gens et en le laissant payant pour ceux qui font de l'argent avec. Donc ça, c'est un business model qui fonctionne pour l'instant. Et effectivement, ce qui était difficile, c'était l'exercice d'humilité de passer de wouhou, on va rocker la planète, nous on est une licorne, on est trop fort, trop de la balle dans son Docker, ça peut pas mourir. Ah oui, alors en fait, donc on est passé de 350 à je sais plus 70, et Mirantis a repris la plupart des gens qui sont partis. Mirantis a repris oui, les ceux gens qui voulaient partir. Ils ont repris une les partie dossiers. des gens. Après, ils ont pas gardé tout le monde derrière. Moi, j'avoue que j'ai pas trop regardé après comment ça se passait, mais parce que j'étais assez focalisé sur la partie Docker et comment rebooter ce truc-là pour que ça fonctionne. Mais il y a eu la plupart des gens ont été repris chez Mirantis. En gros, si tu étais dans la partie enterprise, tu partais avec Mirantis. Si tu étais sur la partie open source, tu restais chez Docker. Et toi, t'as dit voilà, c'est difficile. Bon, il y a le départ des gens.
il y a l'exercice d'humilité. Tu t'es posé la question de partir Ah ou oui, bah, bien sûr, bah, à ce moment-là, c'est quand même, enfin, quand une boîte se crache un peu comme ça, tu te dis, bon, attends, comment je mange demain d'abord, hein, moi j'ai 4 gamins, il y a un truc très simple de survie au départ. Euh, mais après, j'ai fait partie de ceux qui ont eu la chance de pouvoir, parce que c'est à ce moment-là qu'on m'a proposé le poste de VP Engineering, donc moi je me disais clairement deux choses à ce moment-là. D'abord, on a sélectionné les gens qui restaient, enfin j'ai participé en partie à sélectionner les gens qui restaient dans la nouvelle structure. Euh, donc j'étais entouré de gens avec qui j'avais confiance, sur lesquels on pouvait bâtir quelque chose de solide et de construire. Et l'autre part, c'était de se dire bah, que Docker, c'est un peu, c'est une grosse marque quand même, quoi. C'est un gros truc. Tu quittes pas Docker comme ça sans te dire ah, merde, qu'est-ce que je fais, quoi. Donc il y avait aussi d'essayer de croire en ce projet et de se dire que ce machin, ça peut continuer, quoi. Enfin, cette marque et ce service peut continuer et que tu as envie de faire partie de ce truc-là, que c'est important quand même. Donc oui, mais bien sûr, on s'est tous posé la question. Je veux dire, faut être clair. Hein, tu passes de 350 à 70 personnes. Tu te ressentes sur un business model sur lequel on faisait très peu d'argent au départ, parce que le hub au départ faisait très très peu de sous. Hein. C'était une équipe qui était toute petite. On a recentré notre business model autour du Docker Hub. Et ensuite, plus tard, on a introduit Docker Desktop, mais à ce moment-là, on l'avait pas. Donc, on faisait très peu de chiffre d'affaires à l'époque. Donc, oui, il y avait une vraie problématique de ça. Oui, il faut être, bien sûr, bien sûr. et c'est à ce moment-là en fait qu'on te propose le poste Ouais, de VP Engineering. ouais. Euh, En partie parce que, comme je te disais tout à l'heure, l'ensemble des équipes qui sont autour de Desktop et une partie des équipes de Hub étaient en Europe. Et donc, du coup, moi, c'est des gens que je connaissais bien et c'était des gens avec qui j'avais une relation de travail. Et puis aussi, on travaillait de manière peut-être un peu différente aussi des autres parties de la boîte. Donc, on était assez agile, on produisait le soft assez rapidement et tout ça. Donc, on était plutôt pas mal vu, j'ai envie de dire. On sentait que c'était quelque chose de solide sur lequel on pouvait bâtir. Bien sûr, il fallait changer beaucoup de choses. Mais ouais, c'est à ce moment-là qu'on me propose le poste de VP Eng, ouais. et alors du coup, à l'époque, quand on te le propose, à l'époque et maintenant, ton rôle, c'est quoi aujourd'hui? Bah, VP Eng, c'est un. Alors, on m'a proposé d'ailleurs de gérer l'engineering. Hein. C'est moi qui me suis quasiment mis le poste de VP, enfin, le titre de VP Engineering. Je suis quelqu'un, comme je te le disais au départ, Pierre, sur les titres, moi, je suis pas Ouais, très. tu t'en fous. Je m'en fiche un peu. J'apprends à en prendre conscience parce que c'est important pour certaines personnes ou c'est peut-être plus important à certaines parties de ta carrière qu'à d'autres aussi. Donc j'essaie de faire attention à ça pour la prestation extérieure, mais aussi parce qu'il y a certaines personnes pour qui c'est vachement important d'être senior développeur ou senior de développeur. Voilà, je juge pas, je comprends qu'à certains moments on se pose ces questions-là. Mais donc qu'est-ce que c'est que VP Engineering? Ben en gros, tu es en responsabilité essentiellement. Le premier truc, c'est de la carrière des ingénieurs qui sont avec toi, faire en sorte qu'ils aient une carrière incroyable, et en faisant ça, eh ben, ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes et tu vas pouvoir produire des logiciels qui sont passionnants. Donc, une partie de mon travail, c'est de créer les équipes, la dynamique entre les équipes, les frontières entre les équipes, faire en sorte que les équipes soient suffisamment autonomes et structurées pour qu'elles puissent délivrer ce qu'elles ont défini qu'elles allaient faire. Euh, donc je travaille beaucoup là-dessus. La carrière des gens, c'est essentiel. Il y a aussi toute une partie roadmap, c'est-à-dire que l'alignement entre ce que le comité de direction dont je fais partie et l'entreprise exécute. Moi, je suis un gros pont entre ça pour vérifier qu'effectivement l'entreprise est alignée avec les objectifs qu'on se fixe. Et ça, c'est au niveau de l'engineering, bien sûr. Donc, c'est assez rigolo. Par exemple, au début, avant que je sois VPN, j'en avais, je pense, 2 personnes au produit sur 60 personnes à l'engineering. Donc, produit en tant que product manager, donc des gens qui vont Deux définir. personnes au produit? Ouais, à Ah, l'époque. c'est pas beaucoup, effectivement, Bah pour. non, non. Et maintenant, on en a une pour 5 à peu près, tu vois. Donc, fast forward à aujourd'hui, tu vois, donc par exemple, typiquement, moi, j'ai énormément influencé pour qu'on ait une personne du produit pour 5 à 6 ou 7 personnes. On a un UX designer aussi par équipe maintenant. Donc tu vois, c'est ce genre de choses. On établit des valeurs et des fonctionnements par défaut pour les équipes, de telle manière à ce que l'entreprise puisse se construire là-dessus. Donc typiquement, nous, une des règles qu'on a à Docker, c'est que les équipes, elles font 6 à 7 personnes. Il faut forcément qu'il y ait un product manager et un UX designer.
et puis un certain nombre d'ingénieurs plus ou moins spécialisés. Euh, et après, bah, effectivement, on est souple, c'est-à-dire il y a des équipes qui ont 9 personnes, des équipes qui sont qu'à 4 ou 5. Mais effectivement, tu vois, on a une structure par défaut. Donc là, typiquement, ton rôle de VP Engineering, c'est bah, définir ce genre de choses, expliquer pourquoi, faire en sorte que ça fonctionne, aligner les budgets avec ce genre de choses. Et ça veut dire que, bon, bon, pour le coup, tu es sur des ratios de product manager, product owner qui sont un petit peu plus dans la norme aujourd'hui qu'à Ouais. l'époque. Mais j'imagine qu'il y a quand même une culture, quand tu embauches, quand tu recrutes, les ingés doivent avoir une culture produit, quoi, sinon ça marche pas. Ouais, alors ça, c'est un débat compliqué. Je pense qu'intrinsèquement, en tant qu'ingénieur, soit tu as une orientation produit, soit tu l'as pas. Enfin, je pense qu'il y a quelques ingénieurs qui arrivent à shifter de ne pas l'avoir et qui l'acquièrent, mais j'ai l'impression que c'est quand même aussi quelque chose qui, enfin, pour moi, il y a un peu un schisme là entre les deux. Et c'est pas grave. Je pense qu'il y a des ingénieurs qui sont très orientés produits, des ingénieurs qui sont plus dans l'optimisation, dans les performances. Dans une boîte comme Docker, par exemple, on a la possibilité d'avoir un peu les deux. Alors, il faut toujours un peu de biais produit, évidemment, d'accord, c'est évident. Mais j'ai envie de dire que si tu as envie de travailler sur de la performance pendant plusieurs mois de ta vie à Docker, tu peux, ou toute ta vie, tu peux le faire, c'est pas un souci. Moi, je trouve que j'aime bien aussi préserver le fait que certains ingénieurs sont passionnés par une partie qui est non produit, qui est vraiment une partie technique. C'est comme ça que tu arrives à changer les choses, quoi. Donc tu vois, typiquement, on a des ingénieurs qui travaillent sur BuildKit, donc il y a un système de build sur lequel aujourd'hui tous les produits, que ce soit sur Cube, soit n'importe où, l'ensemble des gens qui buildent des conteneurs à une très faible exception se basent sur BuildKit. Le gars qui fait ça, il s'appelle Tonis, il est absolument passionné de système de build. Et effectivement, bah, il est peut-être beaucoup plus orienté technique que produit, mais c'est comme ça que tu arrives à changer aussi un peu les choses. Donc, il faut. Ok, donc c'est pas, Tu as raison sur ce que tu dis, mais moi j'aime bien préserver une petite partie quand même. ok, c'est pas du tout un filtre dans le recrutement, quoi. Non. Il faut tout pour faire une équipe, quoi. Ouais. Et, bah, et puis justement, moi ce que j'aime, enfin ce qu'on fait aussi à Docker, c'est que les équipes sont très autonomes. Donc on leur très autonomes dans le sens où on leur donne, enfin on essaie de leur donner une cohérence d'équipe au maximum. Donc on les écoute quand ils nous disent on a besoin d'un ingénieur de plus, on a besoin d'un ingénieur qui est plutôt spécialisé là-dedans, ou on a besoin d'un PM qui fait ci ou fait ça. On essaie de les écouter et de leur donner le budget pour pouvoir le faire. Euh, et en fait, en ayant l'ensemble des talents dans une seule équipe autonome, ils sont capables effectivement de travailler sans avoir trop d'interaction avec les autres et donc du coup de réussir leurs objectifs. Donc ça, c'est un truc qui est vraiment clé chez nous, c'est on essaie de donner euh, l'autonomie aux équipes pour qu'elles puissent faire leurs propres objectifs. Donc typiquement, nous, on travaille avec des OKR dans la boîte, ce qui est un truc super difficile. Donc les OKR, c'est Objective Key Result, là, c'est une façon de donner des objectifs à des équipes ou des gens. C'est assez populaire dans la vallée, dans la Silicon Valley. Bah, typiquement, alors pour simplifier, pour ceux qui connaissent pas les OKR, c'est juste disons des objectifs avec un KPI qui est attaché. Bah, typiquement, c'est jamais un truc top-down, ça. C'est les équipes qui génèrent leurs propres objectifs et leurs propres KPI. Et ensuite, on discute pour voir si c'est aligné avec l'objectif de la boîte. Mais tu vois, l'autonomie, elle va jusqu'à dire, bah, bon, les gars, vous voyez ce que l'entreprise veut faire. Équipe A, quels sont les objectifs à laquelle vous voulez atteindre ce quarter, par exemple. Et on les laisse définir ces choses-là. Donc ça, moi, j'aime beaucoup parce que ça permet de responsabiliser les gens et ça permet aussi de faire en sorte que les ingénieurs qui sont sur le terrain, c'est eux qui savent ce qu'ils doivent faire avec leur équipe produit, bien sûr, et leurs designers. Et, euh, et je trouve ça, je trouve ça vraiment important que ce soit pas top-down et pas dirigé par en haut. Il y a des fois où ça marche pas? Ouais, bien sûr. Il y a des fois des gens qui arrivent avec des objectifs qui sont tout petits ou qui ont envie de se débarrasser du truc des objectifs parce que ouais, on m'a demandé des objectifs, mais je m'en fous, moi j'ai envie de faire mon truc dans mon coin. Donc bah ça tu le détectes assez vite. Puis c'est des conversations. C'est bah dis donc ton objectif c'est super, mais enfin bon ça ressemble pas à grand chose quand même là. Est-ce que tu pourrais faire mieux? Est-ce que tu peux pas viser plus haut? Est-ce que tu es sûr que c'est adapté à ton truc? Ou alors j'ai pas compris tel et tel ton objectif. Voilà. Ça c'est des conversations qu'on a. Bien sûr, oui, ça marche pas à tous les coups, ouais, bien sûr. Et puis alors la difficulté quand on a des équipes autonomes, c'est les frontières entre les équipes. Hein, d'accord, c'est bien beau de dire que les équipes sont autonomes, mais de temps en temps elles se marchent dessus ou elles ont des parties de responsabilité qui sont communes. Ou à l'inverse, il y a des trous dans la raquette, tu te retrouves avec des bouts de soft qui sont plus maintenus.
Donc là, effectivement, c'est des problèmes. En tant que VPN, c'est une partie du boulot d'essayer de régler ces problèmes avec les gens. Et aujourd'hui, tu as la taille des équipes IT. Docker, aujourd'hui, c'est 350 personnes. Il y a 150 personnes à peu près au produit and engineering, un peu plus de la moitié. Je sais plus, il y a 100, 110 ingénieurs, 40 produits, je dis une bêtise, je sais plus exactement, mais c'est à peu près ça. C'est 150 personnes au produit engineering. C'est une grosse proportion d'engineering. Et donc, ok. Et au niveau localisation, c'est partout dans le monde, du coup. Ouais, alors ça, quelque chose qu'on a fait. Alors, un peu, je t'ai déjà expliqué que dès le début, on avait une localisation qui était à San Francisco, à Cambridge au UK et à Paris en France. Donc, on avait déjà l'habitude de travailler un peu à distance, puis on a quand même, encore une fois, influencé par le modèle open source, donc on avait quand même un peu des notions pour savoir comment travailler sans être dans le même bureau. Euh, et au- au- Assez rapidement en France, on a voulu recruter. J'ai recruté des gens qui étaient en dehors de Paris. Une fois qu'on avait un noyau dur de personnes en France, quand on était à une dizaine en France, on a commencé à recruter des gens un peu partout. Notamment, on a commencé à recruter des gens qui avaient une grosse expérience de travailler en remote. Ça, c'était bien avant le Covid. Donc, on avait notamment deux ingénieurs, Guillaume Tardif et Mathieu Champon, là, qui étaient des ingénieurs qui sont à Lyon et à Brest, alors que nous, on était à Paris, tu vois, donc quand même des distances qui sont un peu longues pour venir tous les jours au bureau. Euh, du coup, on a commencé à travailler avec des gens en remote, donc on a essayé plein de façons de faire pour essayer de travailler. On a fait plein de bêtises. On a essayé plein de trucs qui ont pas marché, mais on a assez rapidement trouvé comment travailler à distance. Je crois que j'ai fait un blog post d'ailleurs sur le blog de Docker qui retrace tout ça. Euh, et on a quand le Covid est arrivé, on avait encore des bureaux, donc on avait des entités en Allemagne, en France, aux États-Unis, etc. Et on recrutait que dans ces pays-là à l'époque. Avec le Covid, comme c'est une boîte américaine, ils étaient assez. Nous, on nous a demandé de plus venir au bureau, même un peu avant le confinement en France. Tu vois, c'était une boîte américaine veut se soucier de faire en sorte que les gens euh, sont bien. Donc on a dû, on s'est retrouvé chez nous du jour au lendemain, un peu comme tout le monde après tout, hein, juste quelques semaines avant. Et donc là, on s'est un peu restructuré. Et en fait, comme le Covid a duré quand même beaucoup plus longtemps que ce qu'on pensait que ça durerait au départ, comme beaucoup, euh, aujourd'hui, on a vendu tous nos bureaux, on a réalisé tous nos bureaux, donc on n'a plus de bureaux physiques qui appartiennent à Docker, même en Californie, nulle part dans le monde. On est tous chez nous, on a décidé d'être une boîte full remote parce que on avait déjà quelque part exercé nos esprits et nos process à faire ça avant. Donc on avait déjà l'expérience. Et donc une fois que tu as fait ça, tu te dis mais bon, comment je fais pour recruter partout finalement, puisque si j'ai plus de bureau, autant recruter les gens là où ils sont. Donc notre seul critère de recrutement aujourd'hui, un de nos critères de recrutement pour savoir où est-ce qu'on embauche, c'est le fuseau horaire. Donc on se limite à la Bulgarie d'un côté, donc c'est une heure de plus par rapport à la France, et la côte ouest des États-Unis pour l'instant. C'est déjà assez compliqué de faire travailler les gens dans 10 heures Ouais, de 10 heures de pas mal fuseau horaire déjà. pour aller plus loin. Et le comment on appelle ça, la quantité de talent que tu peux recruter est absolument gigantesque. Donc déjà avec l'Europe et les États-Unis, donc les Amériques, donc on est très bien. Et donc aujourd'hui, pour répondre à ta question, il y a 60% des gens qui sont en Europe, 40% qui sont en Amérique, donc Canada, Mexique, États-Unis, etc. Et donc on recrute à peu près n'importe où, ouais, aujourd'hui. Enfin, si on ouvre les pays un par un parce qu'on a des questions un peu de logistique et d'administratif. Mais si on vient de recruter quelqu'un en Italie alors qu'on avait personne encore l'année dernière. On a une dizaine de personnes en Espagne, je pense, au Portugal, 5-6 en Espagne, quelques personnes en Suède. Enfin voilà, c'est un monde rigolo. Et vous avez des rituels dans l'année pour vous voir tous ou enfin des séminaires ou Ouais, alors rituel, c'est un grand mot, parce qu'en fait, avec le Covid, on a quand même, on n'a pas pu l'exercer plusieurs fois, mais on s'est tous retrouvés, toute la boîte, une fois, il y a pas très longtemps, là début septembre. Donc on était tous partis à Miami pour un alignement de tout le monde et puis voir tout le monde. Effectivement, moi, c'est la première fois que je voyais certaines personnes avec qui j'avais travaillé depuis 2 ans, quelque chose comme ça. Mais on fait pas beaucoup plus que ça. Après, on est assez, maintenant que le Covid est un peu plus euh, compris. Euh, on se t'autorise à quand même à voyager et à se voir les uns les autres pour notamment je pense que c'est ce qui est assez difficile dans ce monde de full remote, c'est
comment t'alignes les gens, notamment quand tu démarres un projet. Ça, c'est des trucs qui à distance, marchent un peu moins bien que quand t'es tous dans la même salle. Donc, on s'autorise. Alors, quand il y a des pépins, bien sûr, on se retrouve, on se met dessus, ou il y a un problème, un gros échec qui s'est passé. Ça, on va se voir. Euh, et aussi pour les démarrages de projets. Donc, quand tu démarres une nouvelle initiative, on va avoir tendance à se retrouver. Alors, souvent en petit nombre, on va se trouver 10, 15, et on va démarrer quelque chose comme ça. Ouais. Donc là, on s'autorise effectivement à voyager et à se retrouver. Mais on essaie d'être assez soft du coup. Donc, je sais pas, les Européens se voient à Londres, ou à Paris. Les Américains se retrouvent souvent côte est parce qu'il y a souvent plus de gens que côte ouest. Euh, mais voilà, on se fait des... Donc ok, donc une fois par an pour se réunir, et puis pour les démarrages de projet et pour les post-mortem, quoi. Ouais, c'est ça. On fait pas vraiment de post-mortem, mais en tout cas, ouais, si, on fait des grosses rétros d'équipe ou quand on a vraiment un pépin. Euh, et après, il y en a toujours un ou deux qui va être en remote dans ces cas-là, donc parce que vraiment, c'est vraiment dans l'ADN de la boîte. Et il y a encore des gens, je pense, qui sont assez frileux pour voyager, malgré la façon dont le Covid avance. Et on est assez respectueux de la façon dont chacun appréhende ça. Donc voilà, si t'as pas envie de voyager parce que tu veux pas voyager, bah les autres se retrouvent et puis on va se coller une caméra et puis tu seras sur un laptop quelque part dans la salle, tant pis pour toi ou tant mieux pour toi, je sais pas, mais voilà. Ok, ok. Et en parlant d'échecs et de pépins, est-ce qu'il y a des anecdotes ou nuits blanches Oh bah l'histoire du Log4j, ça avait pas été marrant. Là, l'histoire du trou de sécurité sur Log4j, c'était assez compliqué. On a passé un week-end, ouais, à bosser, je pense. En gros, Log4j, là, donc c'était un trou de sécurité qui apparaissait dans Log4j qui permettait quasiment de ta voiture, en tapant sur ta barre de recherche du software embarqué dans ta voiture, de liquer les sources qui étaient sur ton serveur. Donc c'était quand même quelque chose qui était assez... Évidemment, je prends un extrême, hein, encore une fois, hein, il y avait plein d'autres façons de voir le truc, mais donc c'était quand même un trou de sécurité, je pense qu'on voit pas tous les 4 matins, quoi. Et nous, en tant que fournisseur d'images, on voulait assez rapidement aider les gens à savoir comment naviguer ce problème-là. Donc typiquement, donc nous à Docker, on utilise pas du tout de Java, donc on n'était pas impacté du tout. On a assez rapidement découvert ça. Donc on était assez tranquille, ça c'était jeudi, on dit oh ben nous c'est bon. On Et est puis après on peinard. s'est dit mais en fait tous nos clients là et tous nos gens là ils sont pas tous comme nous là, ils ont peut-être utilisé du Java. Et du coup on a un peu trimé tout le week-end pour essayer de faire en sorte de taguer toutes les images qu'on avait pour vérifier où était Log4j. Au début en plus c'était le gros bazar parce que dès que tu avais un bout de Java, c'était flagué comme un CVE. Et puis petit à petit, on a compris un peu plus quel était exactement le problème. On a flagué un peu plus de manière un peu plus pertinente les images. Il y avait énormément d'équipes qui à ce moment-là travaillaient, euh, euh, parce que leur software était embarqué, quoi. Pardon, leur software était embarqué du Java. Et j'utilisais des images qui étaient fournies par nous, dans lesquelles il y avait éventuellement du Java. Donc on les a aidés à naviguer ça tout le week-end. Et donc je sais plus, le samedi, on avait déjà tagué toutes les images. Et puis après, on est allé un peu plus dans le détail pour aider un peu tout le monde. Mais ouais, c'était un truc compliqué parce qu'en plus, au niveau de la boîte, on n'avait pas forcément, on n'avait jamais vraiment fait d'exercice un peu all hands on deck comme ça. Donc on avait des process secrets un peu au fil de l'eau, quoi. Donc depuis, on a tout aligné là-dessus, mais c'était un bel exercice. C'était un bel exercice. Et tu vois, je pense qu'aussi, on aurait pu réagir dès le jeudi pour faire ça sur nos journées de travail plutôt que de cramer tout notre week-end à faire le truc. Mais voilà. A posteriori. Ouais, Ok, c'est clair. ok, ok. Euh, on arrive tout doucement sur la fin du podcast. Moi, je vais avoir quelques Ouais, petites questions à te poser en question finale, qui sont un peu classiques maintenant. Est-ce que ouais. tu as une expression, un proverbe, quelque chose une phrase qui t'accompagne? Heureusement que tu m'as posé la question avant pour que je le prépare, parce que cette question-là, je pense que moi, j'en ai pas beaucoup. Enfin, j'en ai pas beaucoup. En tout cas, j'ai l'impression de pas en avoir beaucoup. Il faudrait peut-être plutôt poser la question aux gens qui travaillent avec moi, je pense. Mais puisque tu m'as autorisé à y réfléchir un peu avant, Pierre, moi, je pense qu'un des trucs que je dis assez souvent, ou en tout cas, je disais assez souvent, c'est YAGNI. Donc, YAGNI, c'est l'acronyme de You aren't going to need it. Et en français, ça veut dire, bah, en fait, tu vas pas en avoir besoin. Et c'est une phrase que tu ressors souvent pour appeler au pragmatisme. C'est-à-dire, tu sais, quand tu fais du logiciel, tu fais, attends, on m'a demandé ça, mais
si on faisait ça, ce serait mieux, ou si j'utilisais tel lib, ce serait encore plus formidable, ou ça irait plus vite et tout ça. Ou Et, peut-être dans 6 mois, et on va me demander ça, donc je ouais, c'est l'anticipe. ça, exactement. Ouais. Donc, tu arrives pile au truc. C'est peut-être qu'un jour on va me demander ça. Ouais, bah écoute, non, tu vas pas en avoir besoin. Si un jour tu auras besoin, tu le rajouteras. Au moins ta code base, elle sera plus légère, plus petite. Ton produit sera plus simple, et donc ce sera encore plus facile de rajouter exactement ce que tu veux. Mais aujourd'hui, tu sais pas ce que les gens veulent. Donc, Yagni, c'est souvent une phrase que j'utilise, notamment quand tu travailles avec des gens du produit. C'est assez intéressant parce qu'on essaye souvent de valider avec nos clients ou avec nos prospects assez rapidement en avance de phase les choses dont tu vas avoir besoin. Et donc, c'est encore plus facile de le dire aujourd'hui parce que les product managers ont déjà travaillé sur l'objectif qu'on voulait atteindre ou la question à laquelle on voudrait avoir une réponse. Euh, et donc, quand les ingénieurs commencent à partir dans 150 millions de machins, tu peux leur dire attends, ça répond pas au truc, regarde, en plus, c'est pas aligné avec tout ce que nos clients veulent. Donc, ça vient des racines d'Agile, ça. Si vous regardez sur le wiki de Warren Cunningham au début, là, à l'époque, là, Yagni, ça faisait partie des mots un peu bizarres. Je pense que maintenant, dans l'industrie, c'est quand même un peu passé. C'est un mot que j'utilise encore un peu. Ok. Est-ce que tu as un surnom? Donc, moi, je m'appelle Jean-Laurent Fabre de Morlon. En fait, mon vrai nom, c'est ça. Autant dire que pour un Américain, c'est absolument imprononçable. Dès la première syllabe, ils vont dire John. Et John, ça m'énerve un peu parce que j'ai pas envie qu'on m'appelle John. Donc, en français, même certaines personnes m'appellent JL. Et donc, aux États-Unis, ça s'est transformé en JL. Et donc, voilà, mon surnom, c'est JL parce que c'est l'acronyme de mon nom qui est hyper à rallonge et qui est hyper compliqué à prononcer. Déjà en français, alors dans un contexte international, c'est l'horreur. Voilà. Ok, ok. C'est vrai qu'en américain, en anglais, j'imagine qu'assez vite on raccourcit. Ouais, Euh, mais le premier test, c'est tu vas dans un Starbucks et tu sais, dans Starbucks, ils te demandent toujours ton prénom aux États-Unis. Alors déjà, ils parlent super vite, les gars. Ils ont pas forcément détecté que t'étais pas un natif. Et du coup, deux, trois fois, j'ai dit Jean-Laurent. Je me suis retrouvé avec des trucs Georges, ou enfin des trucs super marrants marqués sur mon gobelet. Donc à force, voilà, tu comprends assez vite. Tu comprends assez vite qu'il faut faire quelque chose. ok. C'est pas ton cas, Pierre. Pierre, je pense que ça passe pas trop mal, non? Je sais Ouais, moi pas. ouais, ça. Ou Peter, peut-être, je sais pas. Ouais, non, du coup, j'ai moins de surnoms, quoi. Pierrot Gourmand, Pierre Castor, Petit Pierre. Voilà, il y en a quelques-uns. Est-ce que tu donnerais. Est-ce qu'il y a un titre que tu donnerais à l'épisode? Ouais, c'est difficile ça. Je sais pas. J'y réfléchir un peu pendant qu'on parlait. Je sais pas, peut-être quelque chose entre Docker et la France, ou le démarrage de Docker en France, ou quelque chose autour de tout ça. J'avoue que j'ai pas un nom très très défini. Si Peut-être après. et si on disait dans les entrailles de Docker, Ouais, très bien, parfait. Oui, oui. Si, si, c'est pas mal. ça Parce tirait qu'effectivement, bien? on a abordé effectivement la partie produit et la partie comment on fait, comment sont les gens. Donc ouais, c'est bien. Ok. Et est-ce que, ben on arrive à la dernière question, est-ce qu'il y en a une que je t'ai pas posée et que tu aimerais que je te pose? Et ben, peut-être autour du remote, tu vois, comment les gens vivent le remote. Je trouve que c'est un sujet hyper intéressant, qui est un sujet de société aussi. Donc peut-être ça a été comment les gens vivent le remote. Je pense que c'était une question que t'as pas posée. Bah, du coup, je te la pose, hein. J'attendais. C'est assez rigolo parce que quand on est dans la sphère Silicon Valley, ou même de manière plus grande la tech, parce que Silicon Valley, je pense que c'est trop réducteur. Tu t'imagines avec ton ordinateur, ton super micro de fou furieux, ta caméra de dingo, ton, ton bureau qui monte et qui descend, et évidemment le remote ça marche, quoi, d'accord. Tu fais clac Kodak, t'as tous tes trucs et tout ça. Mais c'est assez marrant. Je sais pas, j'ai une de mes voisines qui est pharmacienne en labo. Bah, elle dit bah moi je vais pas ramener ma paillasse et mes trucs de sécurité dans ma baraque là avec mes produits chimiques et tout mon bazar, quoi, d'accord. Je suis obligé d'aller là-bas. Donc comment je fais pour faire du remote là-dedans? Tu le fais pas, quoi. Ça n'est pas possible. Ou ton boucher ou tous ces trucs-là. Donc déjà je trouve ça assez intéressant de voir que bah, déjà faut sortir de notre sphère de tech qui est vraiment un microcosme, où effectivement on peut se dire bah, évidemment le remote ça marche partout. Bah non, ça marche pas partout. Et après il y a aussi une question de, notamment pendant le Covid, c'était assez marquant. Je me suis retrouvé avec des gens qui avaient pas le moral, ou des gens qui étaient d'habitude qui avaient la pêche et qui l'avaient plus du tout.
Et c'était essentiellement, après un peu de temps, j'ai découvert, moi je suis en proche banlieue parisienne, j'ai un jardin, j'ai une maison assez, assez grande pour moi. Donc je peux vaquer à mes occupations sans être enfermé dans mon studio sous mon toit. Mais on s'est rendu compte qu'effectivement, il y a des gens qui venaient sur Paris pour décrocher un job, qui venaient soit de l'étranger, soit qui venaient de province, et qui du coup achetaient au début, quand tu démarres dans un job à Paris, bah, t'achètes un petit truc, déjà ça coûte un bras, et puis en plus, enfin voilà, tu sais pas si tu vas rester, tu sais pas si ça va marcher. Tout ça. Et donc on s'est retrouvé en plein confinement avec des gens qui se retrouvaient sous les toits dans 15 mètres carrés, parfois à deux, avec leurs conjoints. Et eux, ils ont vécu effectivement le remote et le truc de manière complètement différente que moi, où j'ai un bureau spécialisé pour ça et un bout de jardin devant moi, quoi. Et donc on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Je pense qu'il faut vraiment le prendre en considération, à la fois sur le fait que tout le monde ne vit pas le remote, mais aussi qu'en fonction de où t'en es de ta carrière et qu'est-ce que tu fais, tu tu le vis différemment. Alors le corollaire après, c'est que aujourd'hui, ces gens, ils sont tous partis de Paris, tous ceux qui étaient là. Et aujourd'hui, quand tu travailles dans une boîte remote, effectivement, ils sont tous rebarrés là où ils étaient ou là où ils avaient envie d'être, ce qui est assez sympathique. On se retrouve aussi avec des Américains qui tout d'un coup qui sont d'habitude dans des fuseaux horaires américains, qui sont tout d'un coup dans des fuseaux horaires français. Tu dis mais qu'est-ce que tu fais à cette heure-là? Je te vois que t'es souvent connecté là, tu me parles à cette heure-là, mais t'es sûr? Et tout me dit oh oui mais là je suis pendant 3 semaines à Aix-en-Provence. Ah d'accord, ok. Donc en fait ça te permet aussi de travailler à distance. Moi je fais ça pendant mes vacances. Là, mes enfants ils sont jeunes donc ils ont encore 2 mois de vacances. Donc l'été je les suis. Donc j'ai toute l'infrastructure pour à base de 3G de modem et tout le travail là pour bosser dans de bonnes conditions. Mais effectivement, ça t'ouvre à de nouvelles perspectives de travailler un peu d'où tu peux ou d'où c'est possible. J'ai même vu une boîte spécialisée aux États-Unis qui vendait des RV. Dans des RV, c'est des espèces de caravanes dans lesquelles il y avait ton antenne 3G, ton laptop, ton bureau. Et donc, du coup, tu te déplaçais dans les États-Unis tu pouvais louer ça pendant 3 mois et donc tu te promenais en permanence et ton bureau était mobile finalement. Tu te déplaçais. Donc, je trouve le sujet de société intéressant, même si effectivement, si on prend que l'angle technologique, c'est trop réducteur et c'est trop facile à résoudre, mais ce truc de travailler en remote est vraiment, vraiment intéressant. Je pense que je passe plus une seule minute dans les transports en commun et en tout cas, moi, ça m'a fait du bien. Ouais, les transports en commun, c'est pas ma passion non plus. Bah écoute, merci beaucoup. Pierre, merci. Pour la participation. Et puis je te souhaite plein de... Bon, la roadmap a l'air chargée côté Docker, donc je te souhaite plein de bonnes choses pour la réalisation de la roadmap et la continuation des aventures du coup chez Docker. Bah écoute, merci beaucoup de m'avoir reçu. C'est toujours intéressant de faire un peu, surtout en ce début d'année là où on enregistre là, on est 4 janvier. C'est intéressant de voir, de refaire un petit tour en arrière sur ce qu'on a passé. On bâtit toujours ce qu'on va faire demain sur ce qu'on a construit hier, donc c'est assez intéressant de se reprojeter sur ce qu'on a vu. Merci beaucoup, Pierre. Bon, et très bonne année 2023, du coup, ouais. Effectivement. Toi aussi. Salut. Salut. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics. Un petit clic pour un pouce bleu ou un petit clic pour un partage aux copains ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt.